Bezrat Hashem. Ah, excuse-moi. Il y en a deux, encore deux là. Voilà. Donc Bezrat Hashem, on va attaquer le DAF Yud Aleph. Donc on en était aux 2 points, donc 3e ligne du DAF Yud Aleph, au-dessus. Merci. Yud Aleph, merci. Yud Aleph. Alors très bien. Alors. Amarava, donc là on continue toujours comme ce qu'il a dit, on continue les enseignements du même Rav, même si c'est des sujets qui sont complètement différents. C'est les enseignements de Rava Bar Martia qui a dit au nom de Rav Chama Bar Goya qui a dit au nom de Rav. Donc cette chaîne là de Rabbanim, on va apporter plusieurs enseignements de leur part. Donc là, autre enseignement, quelque chose qui n'a rien à voir, et c'est une halakha qui est étrange et que on a du mal à voir comment elle est applicable de nos jours, mais finalement les poskim ils en parlent, on va expliquer justement. Amar Rava Bar Marcia, Amar Rav Chama Bar Gouria, Amar Rav. Kol Aïr, chez Gagoté à Gvoin, mi Betakneset, la Sov Chareva. La Sov Chareva. Toute ville qui a des immeubles qui sont plus élevés que les synagogues. Non, ici on est mort là. Alors la ville, elle se. Chavé Shalom, elle se détruit. Nous on est en bas. Alors, donc c'est chez Neymar, les Romains et Bet Elokenu, ou les Hamid et Charvotav. Donc qu'est-ce qui va nous aider à remonter les ruines de la ville? Les Romains et Bet Elokenu, c'est-à-dire qu'on élève la maison de Dieu, c'est-à-dire que les Bet Eknesiot sont surélevés par rapport aux habitations. Donc là, effectivement, c'est un problème comment ça se passe de nos jours. Alors déjà, il faut savoir que, bon, regardez juste continue je termine la phrase, puis après je vais marquer, j'ai vérifié un truc dans la halakha. Alors la Gemara nous dit à suite que Ve'anemile bebatim. Le principal, et donc ce qui doit être moins élevé que le Bet Knesset, c'est les habitations. Mais par contre, nous dit aval be kashkouche ve'avrure leitlanba. Alors kashkouche ve'avrure, Rachid explique que c'est des petites tours qui étaient en fait des tours d'observation, des trucs comme ça, qui n'étaient pas des habitations directement. Soit des monuments, la tour Eiffel par exemple, ou alors des petits points d'observation, des petits tours d'observation. Ça, tu peux les faire plus élevés que le Bet Knesset, ça pose pas de problème. Ce qui pose un problème, c'est l'habitation. Il faut que l'habitation, que le Bet Knesset soit plus élevé que toutes les autres habitations de la ville. Alors, c'est rarement le cas, effectivement. C'est rarement le cas, effectivement. Je ne sais pas si en Israël, il y a une synagogue qui est... Je crois que c'est de la Chouba à Yerushalayim. Ah, tiens. À Rome, elle est immense, c'est sûr qu'elle est très très haute. Donc, à Rome, elle fait une cathédrale. Alors, donc bon, il y en a qui disent c'est par rapport à un quartier, que dans un quartier, il ne faut pas que la synagogue elle soit plus basse que le... Et en réalité, tu peux juste te baser par rapport à tous les alentours. Si par exemple, tu as la synagogue qui est dans certains quartiers, à l'époque c'était comme ça, il y avait des villes où ils habitaient, puis la synagogue pouvait être dans un quartier. Et dans ce quartier-là, à partir du moment où le Bet Knesset il est le plus élevé du quartier, en réalité, l'idée principale, c'est de montrer un kavod, et pour ne pas qu'il y ait un bisayon. Alors maintenant, après de nos jours, on essaie de montrer le kavod différemment, donc c'est pour ça que les Bet Knesset ils sont jolis, etc. Donc ils ont un petit peu ce luxe que n'ont pas d'autres maisons, donc ça peut quelque part pallier à ce problème-là, mais en tout cas, c'est vrai que en plus, ça fait peur, hein. J'ai entendu que de nos jours, justement, on faisait des synagogues très belles et tout, pour justement... C'est ça que tu viens de dire, on a ça exactement. On dit la Gemara, Amaravashi, Ana Avde, les Mata Martia de Locharva. Ravashi nous dit que moi, j'étais tellement makpitz. Ravashi c'était le Rosh Yeshiva de Mata Martia. Donc c'était le Rav de la ville. Et lui, il a dit qu'il était tellement derrière justement les Kablanim de la ville pour qu'il fasse attention que les maisons ne dépassent pas le Bet Knesset. Il dit que grâce à moi, la ville de Mata Martia ne s'est pas détruite. Parce qu'on a dit que si quelqu'un il fait ça, la ville elle se détruit. La Gemara te dit Harva, pourtant la ville de Mata Martia elle s'est détruite. Alors, la Gemara t'explique, mais Auto Avol no Harva. En tout cas, cette faute-là, c'est pas contre cette faute-là que la ville de Mata Martia a été détruite et a été vidée de ses habitants, quoi. C'était la ville de Mata Martia, donc c'était une grande ville à l'époque, et à un moment elle a donc c'était plus la mode. C'est où Babel? Ouais, en Babel, ouais. Donc continue la Gemara, Amar Rava Bar Marcia Amara. Donc un autre sujet complètement différent. Amar Rava Bar Marcia, donc ça c'est un sujet pour HR, ça, hein. Surtout la fin. Amarav Bar Marcia, Amarav Chama Bar Goya, Amarav Tachat Ishmael, Velo Tachat Noch. Il vaut mieux être au service d'un arabe, mais pas au service d'un Nochri, c'est-à-dire
d'un Edom, quoi. Moi j'ai compris sur le joug de. C'est le jeu, ça. C'est-à-dire que la galoute elle est plus simple chez. C'est ça, exactement. C'est-à-dire que l'Ishmael, ils sont plus tolérants au niveau de la pratique de la religion, au niveau de. Ils comprennent mieux. Ils comprennent mieux que J'ai Nochri. toujours dit en France, je préfère avoir un voisin arabe qu'un voisin chrétien. Alors, à l'agma du Tachat Nochri, Vélo Tachat Chabar. Vaut mieux être sous l'emprise d'un Nochri, donc Nochri c'est les Romains, plutôt qu'un Chabar. Chabar c'était parmi les Perses, donc Rachid dit que c'est les Perses. J'ai des problèmes, j'ai vu un rabat. Alors, Rachid dit que c'est les Perses. Les Iraniens, quoi. Tosfot explique que c'est une certaine nation qui s'est liée aux Perses, c'est pas les Perses eux-mêmes. En tout cas, cette nation-là, ils étaient très très durs, et donc il laissait pas du tout les Juifs faire les mitzvot, etc. Donc, il disait que c'était ceux qui étaient les plus difficiles. Et la Gemara dit Tachat Chabar, velo Tachat Talmidei Chachamim. Vaut mieux être sous le joug d'un Chabar, qui donc on a dit qu'il est très compliqué, qui a du mal à faire les mitzvot, plutôt qu'un Talmid Chacham. Pourquoi? Parce qu'un Talmid Chacham, si tu lui manques de respect, si tu ne conduis pas bien à lui, et même si lui ça va être un tzaddik qui va rien te dire, mais il suffit qu'il ait qu'il soit contrarié ou un truc comme ça, que ça peut t'entraîner Chavé Shalom des est-ce qu'on a dit que de Rabbi aussi et ça. Il va te faire un regard. Donc moi elle te dit que Tachat, et vaut mieux être sous un Talmid Chacham plutôt que d'être sous un Yatom Valmana. Yatom Valmana, donc parce que le Yatom Valmana c'est un orphelin et une veuve qui eux, il y a marqué que beaucoup il écoute leur prière et que celui qui les fait pleurer, c'est très grave pour lui. Une veuve ou un orphelin. J'ai un rapport sur le joug. C'est-à-dire que si tu travailles pour eux et que tu les contraries, tu les fréquentes et que tu les contraries, ben, si tu leur fais une contrariété, ben voilà, ça peut être très grave pour toi. Très bien, alors en fait c'est surtout la suite de la recherche qui va t'intéresser. Mais orphelin. On va parler de femmes. On parle d'orphelin à n'importe quel âge, c'est-à-dire même un orphelin de 70 ans. Quand on parle d'orphelins, souvent on parle de ceux qui sont pas mariés, qui sont jeunes. Non mais ça va. Vaut mieux avoir n'importe quelle maladie, mais plutôt, surtout pas une maladie des intestins, parce que la maladie d'intestin, c'est une maladie qui est très dure et très gênante, etc. Donc c'est quelque chose qu'on doit prier pour ne pas avoir ce genre de problème. Kol Ke'ev, alors il y a différents niveaux de mots. Il y a les maladies, il y a les douleurs, et il y a des petits mots qui sont en fait c'est par rapport à la périodicité des choses. Une maladie c'est quelque chose qui est constant, quoi, que la personne elle souffre constamment de problèmes intestinaux, donc on dit que c'est la plus grave des maladies, et on nous dit que Ke'ev c'est des douleurs cardiaques, c'est les plus grosses douleurs, donc on nous dit vaut mieux avoir n'importe quelle douleur mais pas des douleurs cardiaques. Kol Ke'ev velo Ke'ev lev, Kol michouch velo michouch roche, et des maux de tête. Et pas de migraine. C'est ça les migraines, c'est ça la pire des sensations. Donc vaut mieux avoir n'importe quelle petite douleur, mais pas peut-être petit mot, mais pas des maux de tête. Kol ra'a, il vaut mieux avoir n'importe quelle chose mauvaise, mais ne pas avoir une ishara, velo ishara. C'est marrant pour que une mauvaise femme. Mais c'est marrant. Avoir une mauvaise femme, c'est la pire des choses. C'est marrant qu'il dit qu'elle lève parce que, enfin, il me semble que par exemple Shabbat, on a le droit de prendre des médicaments si on a mal aux dents. Et on parle pas de lèvres. Alors on dit que c'est la pire des douleurs, même si, voilà, on parle pas par rapport à des conséquences à l'Afrique de Shabbat. Non, mais on parle par rapport à l'intensité de la douleur. Maintenant après, c'est possible que l'un il est plus dangereux que l'autre. C'est pas ça le. Alors les intestins. Le cœur et la tête. La femme. Et le pire des ra'ot, c'est une ishara. Donc comme on dit que si jamais c'est pas le cas. D'ailleurs ils expliquent les mefarchim, ils disent que quand on cherche à se marier, etc., c'est vrai qu'il y a marqué que c'est bien de vérifier la famille, etc., la généalogie, s'il y a des gens importants dans la famille, etc. Mais le plus important c'est de voir que la femme elle a des bonnes qualités, parce que sinon tu peux en souffrir toute ta vie. Avec le corona c'est bien, elle fera plus. Alors Amarav Avar Marcia, Amarav Cham Bagrouya, Amarav. Alors, lui va donner un machal, regarde ce machal. Imiyu kol hayamim dio. Si tous les os étaient de l'encre. Ve'agamim kulmusim. Et tous les roseaux qui poussaient dans les rivières étaient des plumes. Ve'shamaim iriot. Et que le ciel était un parchemin. Donc imagine-toi le truc, donc l'encre, le stylo, le parchemin. Ve'chol bnei adam lev laverim. Et que les gens étaient tous des scripts. Ça ne suffirait pas, ce nombre de stylos, ce nombre d'encre, ce nombre de parchemins, pour écrire
la profondeur des autorités. C'est-à-dire qu'en réalité, on parle par rapport au Lev Melachim, que quand les autorités prennent une décision, par exemple, de ce qui nous concerne en ce moment, comment de fermer la vie, etc., tu ne peux pas comprendre. Sache que c'est tellement amok que même si on avait toutes ces choses-là, tous les textes du parchemin et qu'on pouvait écrire, on ne peut pas le définir. Par rapport à Kadosh Baruch Hu, pas par rapport au bonhomme. Parce que non, il leur met dans leur cœur, c'est dans la décision. Nous, ce qu'on ne peut pas comprendre, c'est comment ce que Kadosh Baruch Hu leur a mis dans le cœur. Exactement, voilà. Maintenant, nous dit la Gemara. Dans le cœur à qui? Aux autorités, aux dirigeants d'un pays. On est mal parti, encore pire que le Corona avec Gantz qui a été 60 dernières. On nous dit la Gemara, Maïkra, c'est quoi, sur quel passouk on s'appuie, Amara Mesharchia, Shamaim Larom, le ciel il est élevé, c'est vrai, Ve'eres Laomek, la terre elle est profonde, par contre, Ve'lev Melachim En Cheker, le cœur des rois, ça il n'y a pas de limite, c'est vraiment encore plus profond que tout ça. Ve'amarav Abba Marcia, Marav Chama Bar Gouya, Marav, Cheker c'est limite, il n'y a pas de limite. Alors, Rav Abba Marcia dit au nom de Rav Chama Bar Gouya, dit au nom de Rav, Yafé Ta'anit la Chalom Ke'esh la Neoret. Quand quelqu'un il fait un mauvais rêve, donc c'est le fait de jeûner pour enlever le côté mal de ce mauvais rêve, ça a un impact, ça a un effet autant que le feu a de l'effet sur du foin, parce que le foin c'est, tu mets un petit flamme, tout prend feu. Donc pareil, quelqu'un qui jeûne, dès qu'il voit qu'il a un mauvais rêve, ça lui enlève carrément tout ce qu'il y a de mauvais dans son rêve. Donc c'est pour ça qu'on dit que, ce que la Gemara nous dit juste après, que quelqu'un qui a eu un mauvais rêve, même Shabbat il doit jeûner. Même Shabbat il peut jeûner. Voilà ce que dit la Gemara. Amara, non, on jeûne pas Shabbat, mais pour un mauvais rêve on jeûne. Donc qu'est-ce qu'on appelle un mauvais rêve? De nos jours on n'appelle pas tellement ça des mauvais rêves. Dans la lacha il y en a qui disent que si tu as vu le même rêve 3 fois, qui reprend quelque chose de négatif, il faut le voir 3 fois. Donc c'est pas de nos jours on n'est pas tellement sensible à ça. Amara via fetani de la chalom kesh la neored, Amara frida ou bobayom. C'est quand tu joues le jeûne même, quand tu jeûnes le jour même. Amar Rav Yosef, afilou be Shabbat, tu peux jeûner même Shabbat. Donc il y a marqué dans la halakha que celui qui jeûne Shabbat, on avait déjà rattrapé un petit peu dans Brachot, qu'il doit rattraper le dimanche et rejeûner, doit faire un double jeûne. Pourquoi? Parce qu'un jeûne le Shabbat par rapport au rêve qu'il a fait, et un jeûne le dimanche pour se pardonner parce qu'il a jeûné Shabbat. Rabbi Yoshua, Béret de Rav, 2 jours d'affilée. Il mange entre temps à la nuit. Il mange à la nuit. Il fait le ramadan. Il fait le ramadan quoi. On nous dit la Gemara que Rabbi Yoshua Béret de Rav Idi, Ikla le Ravashi. Donc Rabbi Yoshua, le fils de Rav Idi, il est arrivé chez Ravashi. Il lui a préparé Avdele Igla Tilta. Il lui a fait un petit veau. Alors le veau numéro 3, c'est pas comme ici la viande numéro 8, numéro 3. C'est ce qu'on avait dit. Le numéro 3, c'est le troisième naissance, exactement. C'est la meilleure. Ça veut dire qu'en fait, quand tu as une vache qui a un premier enfant, le premier il n'est pas encore bien parce que la vache est encore jeune, donc il n'est pas encore bon. Le deuxième, moyen. Le troisième, c'est le top. Après, elle commence un petit peu à s'affaiblir. Le troisième, c'est le top. Donc il lui a préparé un veau numéro 3. Donc c'est le top. Non, il faut aussi 3 mois. Là, c'est pas précisé. C'est vrai qu'il est jeune. Dans le Brachot, on avait eu la même chose. On avait dit ça plusieurs fois, on a rapporté plusieurs fois. Nous dit l'agma, donc Tilta, c'est-à-dire que c'est le numéro 3. Il y avait des Mishloach Manot avec. Ah là, aussi, par exemple, ma femme. Alors, l'agma nous dit que Amroulé, ils lui ont dit, alors il lui a dit, donc quand il arrive chez lui, il a apporté ce beau plat magnifique, il lui a dit, Lit Om Marmidé, allez, goûte un petit peu, je t'avais un petit viande numéro 3. Joue. Alors vas-y, goûte. Alors il lui a dit, Amarlou Betani, je suis jeune aujourd'hui. Il lui a dit quoi, Amroulo, Velo Savarle, Marle Aderav Yehuda, Damarav Yehuda, Lové Adam Tanitopora, c'est pas grave. Emprunte sur ton jeûne et rattrape-le une autre fois. Il y a la possibilité, il a dit que reporte ton jeûne. Alors là, c'est marqué dans la halakha qu'on parle d'une personne qui a pris sur lui par exemple. C'est un jeune qui s'est imposé. Voilà, alors, voilà, une personne qui dit sur lui, voilà, je prends sur moi que Bezrat Hashem, je jeûne 10 jours. Je jeûne pendant 10 jours. Un éder. Voilà, il a fait un petit éder. Donc là, il peut. Donc aujourd'hui, si tu veux, 10 jours d'affilée. Tu vois une bonne qui se travaille, tu dis allez, bon, on repousse ça à demain. Quelqu'un qui te rapporte une belle paire de Adam Krout. C'est un peu bizarre de dire ça par rapport à. Lové Adam, tu peux être lové pour. Oui, mais tu peux être lové, mais. Pour des choses qui ont un sens, pas pour la nourriture quoi. Ouais, parce que tu te sens faible, parce que ça, bah. Bon, apparemment, c'était assez exceptionnel ce. C'est cas de figure. C'est rien du tout, Adam Krout, on dirait c'est quoi? Ouais, Adam Krout, ça fait de. Ma chère ta femme, elle ça, ne casse pas la tête. Alors, moi, elle te dit. C'est fermé les magasins, on fait ça. On continue, l'agma, elle te dit que pourquoi il n'a pas fait ça, il n'a pas rattrapé son jeûne. Amarlé lui a dit non, c'est un tanit chalom. C'est le tanit pour un rêve. Il dit tanit chalom ou
Ve'amarav Abar Martia Amarav Chama Bar Gouria, Amarav il a fait Tanit la Chalom Kesh Noret. Le jeûne pour le Chalom c'est bien comme le feu par rapport au foin, mais c'est bien si tu le fais dans la journée. Enfin, ma frida ou Bobayom, si tu le fais dans la journée, si je le repousse, je vais pas pouvoir le même Shabbat. Amarav Yosef a fait le Shabbat, et même si c'est pendant Shabbat, C'est la preuve que c'est dans la journée. c'est dans la journée même, tu vas pas le repousser, tu vois bien que même Shabbat on repousse pas ce jeûne-là par rapport au Tanit Chalom. Très bien. Donc maintenant, on revient sur ce qu'on avait dit dans la Mishnah. Dans la Mishnah, on avait dit que on avait commencé à parler de s'arrêter de s'interrompre pour la tfila en plein milieu d'un repas, etc. Non, mais pas pour On avait dit Khashoggi. que pour le schéma, on doit s'interrompre, mais pour la tfila, non. Parce qu'on avait dit que, justement, alors je reprends dans les mots. Le On va interrompre un repas. Voilà. Oui, si on a commencé, Pour le imitrilou, si on avait commencé, c'est-à-dire que si le repas tu avais déjà commencé, et qu'il y a le vin de la tfila et on te demande est-ce que tu veux t'arrêter ou pas, non. T'as mis ton repas et après fais ta tfila. Bien entendu, si tu auras le temps de faire ta tfila. Si t'as pas le temps de faire ta tfila, il faut que tu fasses ta tfila. Mais en tout cas, t'es en plein milieu d'un repas, t'as mis ton repas et après va faire ta tfila. Imitrilou et mafsiki. On avait dit par contre, s'il y a le kriyat shema, mafsiki ni kriyat shema, fait et mafsiki ni tfila. Donc il y a une différence entre le kriyat shema et la tfila. Le kriyat shema, vu que lui c'est d'oraita, donc on doit s'interrompre. Par contre, la tfila, vu que c'est des rabanan, on ne doit pas s'interrompre. Donc là, on parle bien entendu d'un cas où la personne a commencé alors qu'elle n'aurait pas dû commencer. Et là, on le dit, il faut dire le kriyat shema, tu dois t'arrêter. Toutes les filottes, elles sont des rabanan. Toutes les tfilotes, elles sont des rabanan, bien sûr. La tfila en soi, elle est des rabanan. C'est vrai que C'est quoi le c'est pas fait l'histoire même de Chova prier. et pas Chova alors? Non, des rabanan, chova des rabanan, chova des rabanan. C'est des rabanan. Maintenant, on nous dit l'agma, en réalité, quand on a lu cette Mishnah-là, on avait déjà un petit peu fait la remarque. C'est que la Mishnah a l'air de nous répéter deux fois la même chose. Elle dit si on a commencé, tu ne t'interromps pas. On a dit tu t'interromps pour le schéma et tu t'interromps pas pour la tfila. Tu m'as déjà dit je m'interromps pas. Quand tu me répètes encore une fois, tu t'interromps pas pour la tfila. L'agma va dire que finalement on parle carrément d'un autre sujet. Elle va nous expliquer de quoi on parle. Vimitrilou et Mafsiki, on a dit que si on a commencé, on s'interrompt pas, on s'interrompt pour le schéma et on s'interrompt pas pour la tfila. Tu me dis deux fois on s'interrompt pas. Ah, t'as le Oreja, tu l'as déjà dit au départ. Et Mafsiki, qu'on ne doit pas s'interrompre si on a déjà commencé. Donc moi, tu dis non, Sefa, Atan, les divrei Torah. La Sefa, en réalité, elle parle d'autre chose, elle parle des divrei Torah. On parle de quelqu'un qui est en train d'étudier la Torah. Est-ce qu'il a le droit, il doit s'arrêter dans son étude pour aller faire la tfila, ou il doit s'arrêter dans son étude pour aller faire le schéma? Alors, on te dit que pour le schéma, il doit s'arrêter, et pour la tfila, il ne doit pas s'arrêter. Voilà. Bon, alors vous allez me dire que maintenant, de nos jours, nous, comment on fait? On voit bien qu'on s'arrête pour la tfila. Moi, elle a toujours une précision, elle dit que ça dépend à quel niveau d'étude tu es. Si tu es comme Rabbi Shimon Bar Yochai et ses amis, alors là, tu continues ton limoud sans arrêt. Tandis que nous, on voit bien qu'on s'arrête pour n'importe quel. Sauf pour le schéma. Sauf pour le schéma. Sauf pour le schéma. Pour le schéma, il ne faut pas rater le Bah, schéma. après, ça veut dire que le deuxième. C'est un autre sujet complètement. On parle plus de quelqu'un qui est en train de faire une Seouda, on parle de quelqu'un qui est en train d'étudier. Est-ce qu'il doit s'arrêter pour le schéma et pour le. Quitte à perdre la tfila. Quitte à perdre la Tu vas tfila. perdre le Zman, tfila. Quitte à perdre le Zman tfila et. Ouais, mais la après, tfila, ça c'est dépend dans la tfila. si on peut rattraper comme on avait dit. De faire tachloumim, de faire tachloumim, de voilà. faire deux fois. Là, on parle de Ça, quelqu'un qui est c'est tellement versé dans son étude que lui, il est même plus. Il est pas là. Il a pas le temps, quoi. Même de rattraper, quoi. Tachloum, c'est Alors, regarde, tu me dis l'agma. Hein, c'est quoi? Tachloum, c'est par défaut. Tu choisis pas de faire un Voilà, tachloum. les khatria, tu rentres pas dans le. Ça va un peu dans le sens de celui qui disait à Ravasi, Tu dis pas, ah c'est tu bon, je arrêtes m'en fais, je fais railler. pas, je ferai tachloum. Nahon, voilà, Ça va un peu dans le sens de celui qui avait dit à Ravasi, attends, Ravasi ou Raviria Que il a dit tu prends du temps de railler Shah par rapport à Rayer Olamaba. Donc ouais, c'est-à-dire que là, ceux-là, eux, ils sont. C'est-à-dire la là, ils sont étude, que dans le limoud. elle est Voilà. beaucoup plus. Alors, Atané les Recha El Mafsikin, c'est Fatan livré Torah, des Tanya, il y a marqué Chaverim Shayu Oskim Batorah, c'est Chaverim, c'est Talmidei Chachamim, qui étaient versés entièrement dans l'étude de la Torah. Eux, Mafsikin et Kriyat Shema, ils s'arrêteront pour faire le Kriyat Shema. Par contre, El Mafsikin et Tfilah, ils ne s'interrompront pas pour faire la Tfilah. Amar Rabbi Yochanan, Lo Shanu, et la Kigon Rabbi Shimon Ben Yochai, Raverav. C'est seulement ceux qui ont le niveau de Rabbi Shimon Ben Yochai et ses amis qui, eux, ne s'interrompaient pour rien du tout. Ils travaillaient même pas. Chez Torah Tam ou Manutan, leur Torah, c'est ça leur métier. C'est-à-dire qu'en réalité, ils sont entièrement versés dans l'étude de la Torah. Quel moment ils faisaient leur tfila? Alors que, et donc eux, ils faisaient même pas leur tfila. Ils étaient sans arrêt en train d'étudier. Comme ça que nous dit. Ça les rendait. C'était encore plus haut niveau. Leur étude, elle avait tellement haut niveau. Ah Alors, ouais, pour les commandes Ouais, ouais. mortelles, ça ne nous concerne D'accord, pas. d'accord. Avec qui à nous, mais par exemple nous, comme Rachid dit que nous qui nous interrompons pour d'autres choses qui sont voilà, déjà les Amoraïm, nous, alors pour raison pour nous de nos jours, qui Mafshikini Krachema, où tu on s'interrompt pour la Tfila et pour le Krachema pour la Tfila bien entendu. Vatania, alors il m'a dit comment tu peux me dire qu'on s'interrompt, pourtant il y a marqué que même pour le Krachema il s'interrompait pas. Pourquoi tu me dis que Rabbi Shimon Bar Yochai il s'interrompait pour le Krachema et pas pour la Tfila? Pourtant il y a marqué, il y a un enseignement qui me dit que même pour le schéma il s'interrompait pas. Ve'atania keshem shen mafsikin tfila kachet mafsikin kriyat shema. De la même façon qu'on ne s'interrompt pas pour la tfila, on ne s'interrompt pas non plus pour le schéma. Elle m'a dit non, c'est pas la même chose. D'abord, on parle pas de Rabbi Shimon et de l'étude de Rabbi Shimon,
On parle de Kitanehaï Beibur Shana. On parle d'un moment bien particulier. C'était les moments où il y avait la réunion des Chachamim pour savoir si on allait rajouter un mois de Hadar ou pas. Si on allait faire le Ibur Shana. Alors là, c'était vraiment quelque chose qui était aussi une étude. On devait ouvrir les Sfarim et vérifier, faire les calculs astrologiques, etc. pour voir que Pessah qui tombe bien au printemps, etc. Toutes ces choses-là, il y avait plein de paramètres à tenir, une concentration qui était très importante. Et s'ils perdaient le fil de leurs calculs, ils pouvaient se planter dans leurs calculs et puis après rajouter un mois pour rien ou ne pas le rajouter alors qu'il faudrait le rajouter. Et donc là, dans ce cas, quand ils faisaient ces réunions-là, c'est des réunions qui pouvaient prendre des heures. Et même si la semaine de schéma qui arrive au moment, on ne s'interrompt pas. Parce que là, ça fait ce qu'on appelle, ça peut être mécalquel les mois d'autres. Ça peut faire que les fêtes elles vont être décalées, etc. Des conséquences énormes pour le calendrier juif. Donc l'importance du calendrier qui peut mettre justifier carrément de ne pas faire exceptionnellement de ne pas faire le schéma. Kitaniaï, Beibur Shana, de Amar Rav Adabarava, Vechentane Sabad Agrunia, ils ont dit les vieillards, enfin les vieux Chachamim de Agrunia, Amar Biadabar Bisadok, Kishainu Oskim Beibur Shana, lorsque nous étudions et nous entretenions sur le sujet de Ibur Shana, donc c'est-à-dire le fait de rajouter un mois dans l'année, Yavne, donc dans la ville de Yavne, Loaïnu Mafsiki, on ne s'interrompait ni pour le Krashema, ni pour la Tfila. Très bien, donc on voit que c'était de ça qu'on parlait, mais effectivement, Rabbi Shimon Bar Yochai, eux ils s'arrêtaient pour le schéma, ça c'est clair. Très bien. Nouvelle Mishnah. Maintenant, on va commencer un petit peu le vrai sujet de Shabbat, parce que jusqu'à maintenant, on avait... Enfin, vrai. On va parler de Shabbat. Là, c'est une petite parenthèse qu'on vient de lire. Mais maintenant, ça va être... Parce que comme on a expliqué au tout début de la Maseret, qu'en général, les Maseret, elles commencent par un ordre chronologique. Donc, il y a Shabbat, il y a ce qui se passe Erev Shabbat. Donc là, on va donner des règles par rapport à ce qui se passe la veille de Shabbat. Ouais. D'accord? Donc, c'est ce que la Mishnah va commencer ici. Là, par exemple, on nous dit Lo yetze achayat bemarto, samour lecha shecha, shema ishkach veyetze. Première règle, on nous dit que un khayat, c'est quoi un khayat? C'est un tailleur. Il ne doit pas sortir avec son aiguille. Samour lecha, donc à l'approche de Shabbat, il ne doit pas sortir avec son aiguille. C'est-à-dire que même si en réalité il se dit voilà, c'est bon Shabbat, il va rentrer, il va arriver, il va rentrer chez moi. Non, ne sors pas avec ton aiguille. Alors on va voir si de quoi on parle, où elle est cette aiguille, est-ce qu'elle est vraiment dans son vêtement comme tu dis ou pas. Aujourd'hui, ils ont mal en parler justement. Ça va être aujourd'hui, c'est une sorte de petit bracelet là où ils mettent leurs aiguilles. Voilà, exactement. Ouais, mais c'est son petit travail. C'est pas non avant, il les mettait là dans le cas pour un bijou quoi. C'est pas mais voilà. Comme il a tellement l'habitude de travail que peut-être. On va parler de ces choses-là. En tout cas, il n'a pas à sortir avec à l'approche de la nuit, de peur qu'il l'oublie et qu'il sorte. Donc on va voir. Quand on dit l'approche de la nuit, Samour le Rachat, c'est dans la demi-heure avant Shabbat. Toujours quand on dit Samour, c'est dans la demi-heure. Samour, c'est toujours dans la demi-heure. Maintenant, on te dit, Shema Ishkar va essayer de peur qu'il oublie. Pareil aussi, Velo Lavlar de Koumousso, le sofer, il ne sortira pas avec sa plume, il la mettait comme ça derrière l'oreille. Donc ça, il ne sortira pas avec. Autre halakha, Velo Yaflet Kelav, une halakha, maintenant c'est pendant Shabbat carrément. On n'a pas le droit, pendant Shabbat, de Yaflet Kelav, ça veut dire d'enlever les petites poux et les petites punaises qu'il a dans les vêtements. D'accord? Ça, c'est des choses qu'on n'a pas le droit de faire, parce que pendant Shabbat, donc c'est un problème, de peur de les tuer, etc. C'est un problème. Par contre, on te dit Velo Yikra Leoraner. Et autre chose, c'est que Shabbat, on n'a pas le droit de lire à la lumière d'une bougie. De peur, là on voit toujours les craintes, de peur que tu oublies de sortir avec. Là, c'est de peur que tu t'approches trop et que la bougie elle est en train de s'éteindre un petit peu. Et tu vas oublier que c'est Shabbat et tu vas ranger. Tu vas bouger le truc pour que lui il aille vers la bougie. Exactement, pour que lui il aille vers la bougie. Ça va rallumer. Exactement. Donc, nous dit la Mishnah, Bemet Amrou, et en réalité, les Chachamim nous ont dit qu'il y a une exception à cette règle-là de ne pas lire à la lumière d'une bougie. C'est par exemple le Chazan, lui. Le Chazan, alors Rashi rapporte deux expressions de ce Chazan-là. Voilà. Le Chazan, c'est soit le Rav, le Melametino, celui qui enseigne à ses élèves, et qui les drive un petit peu dans la section qu'ils sont en train de lire dans la Torah. Donc, il est obligé de suivre avec eux pour les driver, quoi. Dans ce cas-là, on te dit qu'il aura le droit de le faire à la lumière d'une bougie. Et autre explication Rashi, c'est qu'on parle du Chazan à Knesset. Alors regardez, c'est un petit peu bizarre comme Pirouche, mais ce que Rashi explique, c'est qu'on parle d'un Baal Koré. Demain, c'est la lecture de la paracha, il sait pas quel paracha on est. Et donc, il est un petit peu gêné de... C'est un petit peu une honte, quoi. Il sait pas quel paracha on est. On est vendredi, vendredi soir, et il sait pas c'est quel paracha. Alors, et qu'est-ce qu'il fait? Il passe devant la synagogue, il regarde les enfants où ils sont en train de lire. Ils sont en train d'étudier la paracha pour vérifier, pour se jeter, pour voir si c'est quel paracha et pour qu'il la révise vite fait, quoi. Donc là, il aura le droit de le faire, ça. Donc ça, c'est un peu rouge un petit peu. Et pourquoi quand on est seul, on n'a pas le droit de lire peur que tu arrives à la lumière de la bougie, et quand tu as quelqu'un,
Alors, Et- alors, quand t'as quelqu'un, voilà, un chômeur. on va donner, alors sur le chômeur, c'est marqué dans les poskim dans la halakha. Effectivement, si jamais il y a un chômeur, ça l'un rappelle l'autre. On va en parler un petit peu de plusieurs éthérines par rapport à ça, ouais, exactement. C'est un. Bon, de nos jours, bien entendu, le Mishnah Moura, etc., il rapporte que la lumière de l'électricité. Bah, le Khazanish, je crois qu'il dit Voilà, qu'on n'a pas le droit et donc il dit tu peux pas tuer si t'as pas un autre chômeur dans un. Déjà, le marqué dans le Mishnah Moura que quand c'est une bonne bougie qui tient bien, qu'il n'y a pas de raison que ça fasse de faux pas, hein, il n'y a pas de problème. Tu pourrais le faire. Donc c'est pour ça qu'on s'appuie que de nos jours, l'électricité, a priori, il n'y a pas de raison que ça parte de travers. Hein. Donc on autorise une adine à étudier à la lumière de l'électricité. Par contre, c'est vrai qu'il y en a qui considèrent que les Chachamim n'ont pas fait de différence, qu'on va voir dans le sud de la Gemara, qui a la notion de l'oploug. L'oploug, c'est-à-dire qu'à partir du moment où les Chachamim ils ont interdit, même dans les cas où la raison n'est pas applicable. Parce que pour ne pas faire de différence, là oui, là non, là oui, Pas là non. déjà commencer à rentrer dans les raisons. dans le détail. Général. Et maintenant, c'est vrai effectivement qu'il y a des poskim, mais il y a des avis dans la qui pensent que ce l'oploug là, comme on va le voir dans la suite de la Gemara, il peut aussi être appliqué à l'électricité. Donc c'est un avis qui est bien restreint, la halakha on ne tient pas comme ça, mais il y en a qui pensent comme ça, il y a un avis dans la halakha qui pense comme ça, que même dans l'électricité, ça peut être inclus dans cette... C'est-à-dire qu'on peut pas étudier ça avec Il faut qu'il y ait quelqu'un, que tu peux pas être tout seul. Ah, exactement. Donc, il y en a qui pensent que tu peux pas être seul, et donc il y a même il y a un Beth Midrash à Bnei Brak, où le type qui veut étudier le vendredi soir, vu que chez lui il y a le problème et celui qui veut être remarqué ne trouvera là, il y a un type qui est là et qui n'étudie pas, qui surveille les gens. Non, c'est vrai. Ça, C'est pourquoi il surveille les gens, parce que c'est le chômeur, pour ne pas que le type il se sauve et qu'il monte voir arranger une ampoule. Non. Non, mais de toute façon, aujourd'hui, tu peux. C'est les marques en chômeur, ça marche. C'est le louploug. C'est mon louploug. La raison n'est pas applicable, mais les Chachamim n'ont pas fait de différence. Il y en a qui commencent comme ça, le Chazanish, il y en a qui disent qu'ils pensaient comme ça. Est-ce que ça s'applique aussi de nos jours? C'est une discussion dans les Chachamim. Bref. Non, de toute façon, même l'électricité de nos jours. La Gemara continue. Comme du Khazanish, c'est pas pareil. Exactement. Et C'est-à-dire avant, ils avaient des ampoules. à gaz ou à pétrole, non pas à pétrole. Je sais pas, ils avaient des ampoules que tu pouvais régler machin truc. Aujourd'hui, ça, ce truc-là, il Voilà. peut être électricien. T'as rien d'autre à faire. D'accord, tu peux avoir d'autres. En tout cas, ouais, c'est juste une petite parenthèse. La Gemara, on va continuer à parler de ça dans le livre de demain. La Gemara, elle te dit, Tnanatam. Non, excusez-moi, je vais terminer la Mishnah. Loïkra leoraner, bemetamro, chaven royechanen tsikol aval ou loïkra. Il peut regarder, mais pas lui tout seul dire. C'est beau. De la même façon aussi, une autre limite que les Chachamim ont mis pour ne pas arriver à faire à trébucher, un zav normalement, un zav et une zava. Une zava, c'est une femme qui a une impureté, qui a eu un écoulement, donc un petit peu l'équivalent des règles, d'accord. Comme on avait expliqué dans Maseret Nida, que les règles s'appellent soit Nida, soit Zava. Donc pareil, un homme n'a pas le droit, son mari n'a pas le droit d'aller avec elle. Donc on nous dit ici qu'un Zav ne peut pas aller avec une Zava. Donc quand on parle d'un Zav, c'est pas seulement un Zav, c'est n'importe quelle autre personne. Mais même le Zav, que lui en réalité, le fait d'aller avec une femme, c'est douloureux pour lui, parce qu'il a déjà un problème de zivout. Malgré tout, on te dit que lui, il ne devra pas aller manger avec une Zava. Pourquoi? Parce que de manger sur la même table avec sa femme qui est Zava. Parce que de peur qu'il oublie cette interdiction et qu'il aille avec elle. Donc de là on apprend les règles, quand la période de Nida, on doit faire des kérim, etc. En gros, c'est presque ton louploug, parce que même si pratiquement la raison s'applique pas, comme c'est douloureux. Non, bah il risque quand même d'oublier. Il risque quand même d'oublier. C'est-à-dire que ça serait pas fréquent, mais ça peut arriver. Exactement. Alors, nous dit la Gemara, Tnanatam, il y a une Mishnah là-bas dans Masechet Eruvin, qui nous dit la chose suivante. Lo ya'amod Adam birshuta yachid ve'ishte birshuta rabim. On avait déjà un petit peu parlé de ça, mais pas vraiment, mais on avait parlé d'un cas un petit peu presque similaire, qui dit que C'est pas pour rime, hein, c'est pas pour rime. Lo ya'amod Adam birshut ayachid ve'ishte birshuta rabim. Un homme, il n'aura pas le droit de se tenir dans le rishut yachid et de mettre sa tête entièrement dans le rishut rabim pour boire de l'eau dans un roi qui est rishut rabim. Même si en réalité, s'il avait été dans le rishut rabim et qu'il boit sur place, il ne fait pas de issour. C'est une fontaine fontaine qui a l'entrée là, sans voilà, seuil. dans Il n'a pas le droit de boire. S'il est que dans le rishut rabim, il aurait pu boire. Le problème, c'est que lui, il est de son balcon, il veut boire, sortir la tête de peur qu'après, il arrive à prendre l'eau et la faire rentrer à la maison. Donc il y a un risque de peur de faire rentrer l'eau à la maison. Si vraiment il n'y avait aucun risque de le boire à l'extérieur, il n'y aurait pas de problème. Mais là, le problème, il est qu'il risque de le faire rentrer à l'intérieur de la maison. Donc c'est vrai qu'on nous dit ici, Lo yamod Adam birshuta yachid ve'ishte birshuta rabim ve'ishte birshuta yachid. Pareil, l'inverse aussi. Un homme n'aura pas le droit de se tenir à l'extérieur de la maison et rentrer sa tête vers le robinet pour boire du robinet. Même si c'est vrai qu'en réalité, en buvant du robinet, s'il a sa tête à l'intérieur, il n'y a pas de problème, il reste à l'intérieur. Mais de peur que... Merci.
il fasse sortir. Aval im ichnis rocho veroubo la makom shu shote. Mais si par contre il a mis sa tête et la majorité de son corps à l'intérieur de l'autre domaine, alors là, moutar, on lui autorisera. Parce que le fait qu'il a la majorité de son corps, on lui autorise. Vechen begat. Et la Gemara dit pareil pour le gat. Le gat, c'est le pressoir. Donc maintenant, on va voir ce que ça veut dire vechen le gat. A priori, on ne comprend pas. La Gemara va essayer d'expliquer. Vechen le gat, c'est-à-dire que le pressoir, c'est la même règle. Donc a priori, bon, si on comprend en gros, tu peux boire ton vin sur le pressoir, mais il faut que tu sois entièrement le robe du corps qui soit dans le pressoir. Maintenant, on va voir quel est le rapport avec le pressoir. Est-ce que le pressoir ici, c'est un carmélite, c'est un Shtarabim? A priori, on ne comprend pas. Un pressoir à vin. Le vin ou le vin. C'est-à-dire qu'un pressoir à vin, c'est-à-dire que c'est un endroit où il y a les petites. Comme là où tu écrases les raisins, d'accord? Et puis après, ça tombe dans un bord. Ça tombe dans un trou, ou dans une. Une rigole, il a raison. Une rigole, voilà. Enfin, c'est les plus avant, quoi. Maintenant, la Gemara va expliquer. La Gemara pose la question maintenant sur le Mishnah là. Ibaya Léou. On se pose la question. Alors, Carmélite, Maï. Est-ce que cette interdiction de boire de l'eau, on a vu un Rosh Tayachid et un Rosh Tarabim, est-ce qu'elle s'applique aussi si jamais c'est un Carmélite? Parce qu'un Carmélite, c'est quand même une interdiction des Rabbanan. Donc, c'est-à-dire que tu me dis que je vais t'interdire de boire de l'eau d'un Rosh Tayachid et de mettre juste ta tête dans le Rosh Tarabim, de peur que tu vas venir à sortir du Carmélite au Rosh Tayachid ou au Rosh Tarabim. Donc, en soi, le Carmélite, c'est déjà une interdiction des Rabbanan, de sortir d'un Carmélite à un Rosh Tayachid. Donc tu veux m'interdire de faire quelque chose, de peur que j'arrive à faire un issur des Rabbanan. Donc c'est une double xéra, quelque part. Puisque là on est en train de se poser la question, est-ce qu'on va faire la double xéra dans ce cas-là? À savoir d'interdire de boire, toi tu es dans le Shtayachid, tu as le robinet qui est dans le Carmélite. Carmélite c'est un domaine public mais qui n'a pas beaucoup de passages, disons, on va faciliter le truc. D'accord? Et on se demande, est-ce que dans ce cas-là on t'interdit aussi de pencher la tête pour boire? Est-ce qu'on va dire qu'on craint que tu vas entrer l'eau du Carmélite vers l'intérieur de la maison? Et même si tu le faisais, c'est juste un issur des Rabbanan. Donc est-ce qu'on va t'interdire de boire, te mettre un issur des Rabbanan, de peur que tu vas venir à rentrer l'eau à la maison, qui est aussi un issur des Rabbanan? Est-ce qu'on va faire une xéra pour te protéger d'un issur des Rabbanan? C'est la question. Ibayalou Carmélite Maï. Amarabaya te dit, hihi, c'est la même chose. Un Carmélite, c'est interdit de sortir de l'eau d'un Carmélite à un Rosh Tarabim ou d'un Carmélite à un Rosh Tayachid. C'est interdit, c'est un issur de Rabbanan, certes, mais c'est interdit. Donc c'est la même chose, on interdira aussi à une personne de boire alors qu'elle a son corps dans un domaine et l'eau se trouve dans un Carmélite ou l'inverse. Mais Mechila, entre le corps et l'eau, il y a un kéli quand même, non? Il y a un verre. Non, il boit de Fontaine, fontaine. Il boit de la fontaine. Sans kéli, sans rien. Non, sans rien du tout. Okay. Ouais. Maintenant, après c'est vrai que Tosfot il pose la question, il dit que la personne elle va boire, mais l'eau elle va continuer à rentrer dans son corps. C'est son corps. Donc finalement, Son corps, c'est un kéli aussi. finalement, même si tu me dis qu'il a mis la majorité de son corps à l'extérieur et dans le deuxième domaine, tu me dis que c'est autorisé. Il va finir de ses pieds. Mais ça va finir dans son ventre, son ventre il est à l'intérieur de la maison. Alors Tosfot il te dit que non, la anacha, la fin de la melacha elle se fait quand il a avalé. Quand il a avalé, c'est posé dans son corps, c'est tout. C'est-à-dire il n'y a plus de problème. C'est plus... Alors, Amar Abaye, hihi, Rava Amar, Igoufa Xera, Vananikom Venigzor Xera, Rava il te dit non, on n'interdit pas une Xera pour une autre Xera. Donc là, d'interdire de boire entre un Carmélite et un Rosh Tayachid de peur que tu vas venir apporter, ça s'appelle une Xera qui est sur une autre Xera. Alors Abaye te dit, moi je vais te prouver, comme ce que je disais moi, que Bémet et Chachamim nous interdisent dans ce cas-là aussi. Amar Abaye, Mena Minala, d'où je sais moi que les Chachamim nous ont interdit dans ce cas-là, justement dans l'enseignement qu'on vient de rapporter juste avant. Parce qu'il y a marqué Vechen Begat. Il y a marqué on interdit entre un Rosh Tayachid et un Rosh Tarabim de boire du robinet entre un domaine privé et un domaine public. On a dit, et pareil pour le pressoir. Alors le pressoir c'est quoi? Bah c'est rien d'autre qu'en réalité quelque chose qui est carmélite. Parce que le pressoir c'est un genre de carmélite. Et tu vois bien qu'on t'a dit que de la même façon pour le pressoir. Ça peut être un. Alors voilà, l'agma va dire, si, l'agma se pose la question. Donc on parle de quel genre de gat? Vechen Begat, Maïgat. Il Rosh Tayachid. Qu'est-ce que tu m'apprends plus? Si c'est un Rosh Tayachid, c'est la même chose que le premier cas. Tanina, tu l'as dit dans le premier cas. Tu n'as pas le droit de boire d'un Rosh Tayachid à un Rosh Tarabim. Il Rosh Tarabim, Tanina, tu l'as déjà dit aussi. Et la lave carmélite, tu vois bien qu'on parle d'un gat qui a les dimensions pour n'être qu'un carmélite. D'accord? Et donc tu vois bien que les Chachamim, ils ont interdit aussi dans ce cas-là. Rava Amar. Rava te dit non, pas du tout. C'est pas ça le pshat de Vechen Begat. Rava Amar, Vechen Begat, l'Inyan Maaser. La Mishnah te dit, et ce sera ainsi pour le pressoir, elle ne fait pas référence à la chôte de Shabbat, elle fait référence à la chôte de Maaser. Alors c'est quoi la chôte de Maaser? Normalement on sait qu'on n'a pas le droit de manger une récolte avant d'avoir prélevé. Maintenant par contre si
le fait de le manger, ça s'appelle une achilat araï, c'est-à-dire que ça s'appelle un truc provisoire. Donc c'est considéré comme goûter quoi. Comme quand c'est pas vraiment quelque chose de fixe. Voilà, t'es dans un champ, tu prends tirer là, ce qu'on appelle une achilat araï. C'est pas une achilat sheva, c'est pas manger de façon fixe. Alors là, dans ce cas-là, c'est autorisé. Par rapport au maaser, tu n'as pas l'obligation de prélever le maaser. Achilat araï pour le maaser, c'est tu n'as pas d'interdiction de manger. Il faut pas attendre. Bien entendu, voilà, de nos jours où il y a eu le gmar melacha, etc. On parle pas de nos jours. Bien entendu, quelqu'un qui va aller au marché et qui va acheter chez une personne qui ne prélève pas le maaser, même s'il mange comme ça à goûter, c'est complètement interdit. On parle de achilat araï, selon les définitions de achilat araï. D'accord. Là, le type, il est au niveau du pressoir, il n'a pas encore terminé le gmar melacha. Le gmar melacha du vin, c'est quand ça va tomber dans le bord. Donc là, les Mefashim nous expliquent que dès que le vin, une fois pressé, il va tomber, il va couler dans la rigole et tomber dans la cuve. Là, c'est là où il y a la vraie interdiction. C'est à ce moment-là que le gmar melacha, et tu ne peux plus manger même de achilat araï. Quand il est dans la cuve. Mais lui, maintenant, il est au niveau du pressoir. Donc c'est ce qu'on nous dit, Vechen Begat, pareil pour le pressoir. Avant qu'il était pressé. Avant qu'il se doit tomber. Alors, dans quel rapport avec. Alors déjà, premièrement, je vais expliquer déjà quel rapport entre les deux domaines, Reshut Yachid, Reshut Rabim. C'est que là, en fait, on te dit d'après Rava, que même dans le pressoir, si tu te tiens à l'extérieur, donc on sait que si le vin il sort de l'extérieur du pressoir, bah, il devient déjà Khayab de Maaser. Donc toi, si tu mets ta bouche à l'intérieur du pressoir, donc tu es encore dans le cadre du pressoir, d'accord? Donc théoriquement, tu pourrais continuer à le boire. Même parce qu'une achilat araï, elle est autorisée tant que tu es encore dans le pressoir. Donc quand on te dit que si jamais tu rentres dans le pressoir et que tu mets ta tête et que tu bois, là ça dépend. Si tu n'as pas la majorité de ton corps, on craint que tu vas le faire sortir du pressoir. Et donc là, il y aurait une interdiction de le manger. Par contre, si jamais tu mets la majorité de ton corps, alors on autorisera. Donc c'est ça ce que la Mishnah a voulu nous dire quand elle nous a comparé le pressoir au halachot de Shabbat. C'est pas par rapport au pressoir, par rapport aux règles de Shabbat, c'est par rapport aux règles de Maaser. Alors je vous lis dans les mots. Non, justement, parce que Rava, lui, il a un problème avec cette Mishnah-là. Abaye, il lui apprend cette Mishnah-là, il dit, tu vois, on te parle du Gat. Le Gat, ça peut pas être ni Reshut Yachid, ni Reshut Rabim, puisqu'on t'en a parlé dans le début. Donc le Gat, c'est un carmélite. Tu vois bien qu'on te dit, Vechen Begat. Les mêmes règles s'appliquent pour le carmélite. Justement, donc lui, selon Rabbané, c'est logique. Selon Rabbané, c'est logique. Tu parles de Shabbat et tu continues sur Shabbat. Alors il te dit, alors. Comment Rava est passé? Genre, on est en train de parler de Shabbat. Non, alors ça se comprend aussi, c'est que la même crainte qu'on a par rapport aux règles de Shabbat, à savoir de prendre et de sortir ta tête du domaine, ce qui te ferait un problème de Shabbat de porter. Ben pareil, ce problème-là, il peut aussi s'appliquer aussi dans le maaser, qui fera un problème de sortir du gat et donc d'avoir un issour de boire ce vin sans avoir prélevé le maaser. Parce que tu as le droit de boire ce vin de manière provisoire seulement si tu es à l'intérieur du pressoir. D'accord? Maintenant, nous dit la Gemara, je vous le lis dans les mots. Vechenkat l'ignan maaser d'etnat, c'est une Mishnah en réalité cette chose-là, par rapport au maaser. Il y a marqué dans la Mishnah, dans Masrot, c'est que shotin à la gat, on a le droit de boire quand on est sur le pressoir. Ben al-Khamin, Ben al-Tsonen, ou Pato, d'Ivray Rabbi Meir. Donc là, en fait, il y a plusieurs avis, il y a 3 avis dans la Mishnah. Il y a un premier avis qui pense que tu coupes ton vin avec de l'eau chaude, ou que tu coupes ton vin avec de l'eau froide, tu as le droit de le boire si tu es dans le pressoir. Alors qu'est-ce que ça change que tu le coupes à l'eau chaude ou que tu le coupes à l'eau froide? À l'époque, le vin, il est coupé. Il ne le buvait pas direct, le vin, il était tellement fort. Il n'y a pas une bichoule là de... Alors le problème, c'est pas seulement bichoule. C'est vrai que il y a aussi les lianes de bichoule. Mais le problème ici, c'est que, à partir du moment où tu l'as coupé à l'eau chaude, c'est que tu es sûr que tu vas, il va pas le rejeter à l'intérieur. Il va boire, ce qui va rester dans son verre, il va pas le remettre à l'intérieur, parce que vu qu'il a coupé ça à l'eau chaude, ça va être mécalquette, ça va abîmer le vin qui resterait dans le pressoir. Donc, on te dit que malgré tout, même si, donc il y a un risque plus grand, quand c'est de l'eau chaude, de sortir à l'extérieur. D'accord? Donc, nous dit la Mishnah, que d'après le premier avis, en tout cas l'avis de Rabbi Meir, que tu la coupes à l'eau chaude ou que tu la coupes à l'eau froide, si tu es à l'intérieur du pressoir, tu peux boire. Rabbi Elazar, Rabbi Tzadok, Mechaï lui te dit non, il t'interdit. À l'intérieur du pressoir, c'est du vin, c'est du vin. C'est quoi le pressoir? T'as un grand bassin comme ça. Il y a des gens qui viennent et qui pétinent. Toi, tu prends ton verre et tu vas prendre un petit. C'est du vin, du jus. Il y a une Nikito, c'est un vin jeune, comment ça s'appelle? C'est un Beaujolais. C'est pas du vin encore, c'est du raisin pressé. Ah oui. D'accord. Donc nous dit la Gemara que ici, d'après Rabbi Meir, c'est pas tour. D'après Rabbi Elazar, c'est Khayab.
Pourquoi d'après Rabbi Elazar c'est Chayav? Il y a plusieurs explications dans la... Il y a le Barthénora là dans Masret qui explique parce que de peur qu'il le fasse sortir. Bon, il y a une autre explication, il y a un Rachid dans Héroïne qui explique différemment, mais on va pas entendre ça. La Gemara te dit, les Chachamim Orim, il te fait la distinction justement entre le chaud et le froid. Al-Chamin Chayav, Al-Sonen Pato. Quand c'est du chaud, on craint que, vu que tu vas pas le rejeter dans le pressoir, que tu vas sortir avec, et donc tu auras plus le droit de le boire à ce moment-là. Donc c'est pour ça qu'on interdit. Et si c'est coupé à l'eau froide, eh ben, on t'autorise à le boire à l'intérieur. Venez chez moi dire vu que tu vas remettre ce qui reste, ça ne s'appelle pas que tu vas complètement sortir de son pressoir. Très bien. Donc là, c'est un petit peu comme ça qu'on a expliqué, comme ça que Abaye et Rava ont expliqué la phrase Vechem Begat. Encore une fois, Abaye l'a expliqué par rapport à Shabbat, et Rava il a expliqué par rapport à Maaser. Maintenant, la Gemara, elle rapporte notre cadeau de notre Mishnah à nous. On revient à notre Mishnah. Il y a marqué dans notre Mishnah, Tnan, tu n'as pas le droit de sortir avec le Chayat, donc qu'on appelle, comment t'as dit? Le tailleur. Il n'a pas le droit de sortir avec son aiguille à l'approche de Shabbat, de peur qu'il sorte. Alors, moi, je dis, Maïlav te trouve à l'eau, bébé, n'est-ce pas? Comme ce qu'il a dit, on parle de la petite épingle qui est sur son vêtement. Et or, si la personne, elle sort avec cette épingle-là, maximum, Elle est rattachée à lui. Hein. maximum, c'est un dérabananes. Puisqu'il n'a pas sorti de manière normale. Normalement, quand on sort un objet, on le sort à la main. Mais c'est la façon dont il l'a gardé. Pour lui, c'est normal. Donc c'est normal pour lui. Donc là, va rentrer ça. Que Ouman derrière Romanuto, c'est Chayav. La Gemara va expliquer. Dans le revers, voilà, c'est dans le revers. Alors en tout cas, la Gemara se pose la question. Elle dit, d'après toi, Rava, qui me dit que on ne fait pas une xéra sur une xéra. Voilà, dans notre Mishnah, on parle d'interdire un tailleur de sortir avec son épingle. Et quand bien même il sortirait avec, ce n'est qu'un issue de la banane, puisqu'il ne la sort pas de manière normalement. Donc là, pour l'instant, la Gemara elle propose la chose comme ça. La Gemara dit non, on parle de quelqu'un on interdit même un chayat de sortir avec. Enfin, ce qu'on interdit là-bas, je veux dire plutôt, c'est de la sortir à la main, pas de la sortir sur son veston. Alors, la Gemara te dit, mais pourtant il y a une braïta qui me dit que même quand c'est mis sur son veston, on interdit. La Gemara va expliquer tout de suite. Tashma, lo yatzachel b'martot achuvalo b'bigdo. Maïla be. Excuse-moi, j'ai une ligne. Maïla va trouver à bigdo, n'est-ce pas qu'on parle qu'elle est mise sur son veston. Elle m'a dit, l'eau de la quitte les bidés, on parle seulement quand il a attrapé la main. Elle m'a dit, non, voilà, je te prends une autre braïta. Tachma, l'eau yetse achayat de marteau à trouver à bigdo, on interdit quand c'est une aiguille qui est plantée sur son veston aussi. Maïla, Beref Shabbat, n'est-ce pas qu'on est en train de parler que Eref Shabbat, on interdit Eref Shabbat de sortir avec ça, de peur qu'il oublie qu'il sorte avec, donc c'est une xéra sur une deuxième xéra. Elle m'a dit, là, Kitaniaïb et Shabbat là-bas, on est en train de nous dire que Shabbat, tu n'as pas le droit de sortir avec, lorsque c'est planté sur toi. Elle m'a dit, mais pourtant il y a marqué que tu n'as pas le droit de sortir avec Erev Shabbat, même quand elle est sur ton vêtement, donc là c'est une double xéra. Ve'atania, lo yitzachayat de marteau, al trouva bebigdo, Erev Shabbat imrachecha. Tu n'as pas le droit de sortir avec ça. Alors elle te dit, Amane Rabbi Yehuda, là c'est ce qu'il a dit Gad, c'est qu'en fait ça va comme la vie de Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda lui considère que, même si c'est vrai que personne n'a l'habitude de sortir avec une aiguille qui est mise sur son veston, mais à partir du moment où le Ouman, donc l'artisan lui, c'est son derrière et c'est son habitude de sortir comme ça, donc lui il est chayav, ce qu'on appelle Ouman derrière Oumanuto chayav. Un Ouman qui va le sortir d'une façon qui est bizarre pour les autres personnes, mais qui pour lui c'est son habitude, alors lui il est chayav. Ce que nous dit la Gemara ici, pourquoi il n'aurait pas été chayav sinon? Parce que c'est pas le derrière, personne ne fait ça. Personne ne fait ça. Personne ne sort avec les aiguilles comme ça. Pas tout Rava la soupe. Ça aurait été que du Rabanan normalement. Alors on nous dit non, ça va comme Rabbi Yehuda qui pense que Ouman de Romanuto chayav. Détania, donc on sait que Rabbi Yehuda il a dit une chose pareille. Détania, lo yitzachel be marteau à trouver l'eau bebigdo. Un chayat, un tailleur n'a pas le droit de sortir avec son aiguille. Velo nagar bekesam chez Beozno. Pareil, ainsi un nagar c'est un menuisier avec le kesam, c'est le petit bâtonnet. C'est en fait c'est ce qui lui sert de règle pour couper pour marquer les mesures du bois, etc. Pareil aussi, vélo sorek bemshicha chez Bono. Le sorek c'est celui qui peignait les laines. Donc lui aussi il avait un truc qui mettait aussi derrière son oreille. Vélo gardi beira chez Beozno. Alors le gardi c'est aussi c'est un métier qui ressemble aussi. Un ça peigne les vêtements et l'autre ça peigne la laine directement. Bon, c'est un petit peu aussi la même idée, avec sa petite laine derrière l'oreille là qui montre qu'il fait ce métier là. Vélo de Saba, Bedougma chez Betsavaro, pareil aussi, quelqu'un qui fait de la couleur. Hein. Donc, il avait la palette de couleurs qu'il a. Teinturier, exactement. Oui. Donc il y a lui la palette de couleurs qui a sur lui un petit collier avec voilà le rouge, le vert, le truc, dis-moi quelle couleur tu veux. Donc il se balade avec ça. Pareil, il n'a pas le droit de sortir avec ça.
même si c'est pas tellement l'habitude de sortir avec des objets de ce type de cette façon-là, Samour, ça part. Toujours Samour le Shabbat, exactement. D'accord. Toujours la preuve de Shabbat. Et s'il le fait, d'après Rabbi Meir, c'est pas tout Ravalasso. Pourquoi? Parce que personne n'a l'habitude de sortir comme ça, même si toi dans ton corps de métier c'est ton habitude, mais on regarde pas ton corps de métier, on regarde la globalité des gens, et la globalité des gens ne sortent pas de cette façon-là, ça c'est la vie de Rabbi Meir. La vie de Rabbi Yehuda c'est de regarder ton corps de métier, si dans ton corps de métier c'est l'habitude, donc on interdit. Rabbi Yehuda Omer, im uman derech monto chayav, v'shar kadam pas tout. Et ça dépend si c'est ton métier ou c'est pas ton métier. Très bien, maintenant la Gemara continue, mais elle va nous rapporter le cas du Zav. Alors le Zav, c'est quoi le Zav? Le Zav, lui, c'est celui qui a des écoulements. Et on sait qu'un Zav, à partir du moment où il a 2 écoulements, il est tamé. S'il en a 3, il doit porter un korban au Beth Amikdash. 3 écoulements, même si c'est dans la même journée, on avait dit. Ouais, même si c'est dans la même journée. C'est pas comme la femme Zava. Même si c'est dans la même journée, 3 écoulements différents, il apporte un korban. Donc on nous dit que le Zav, lui, et qu'est-ce qu'il faisait à l'époque, donc pour savoir s'il y avait des écoulements? Alors il avait quoi? Il avait une genre de poche qui s'attachait sur leur corps. Et donc, pour savoir si jamais il y avait un écoulement qui sortait de cet endroit-là, hein, il tombait dans cette. Il était en train c'était délicat, c'était une période très délicate. Voilà, apparemment, il avait un système. Alors, il y a marqué, est-ce que le Zav, s'il sort avec ça pendant Shabbat, il est chayav ou pas? C'est sûr que c'est pas l'habitude, c'est l'habitude de personne de sortir avec des objets de cette façon-là. C'est pas tout le monde. C'est ça. Ah voilà. La Gemara te dit Tanechada lo yatse avec Bekiso, un Zav ne doit pas sortir avec sa petite poche. Et il n'y a pas Patour Avalassour. Il y a une braïta qui nous dit que si jamais il est sorti, Patour Avalassour. Mais Tanya Idach, il y a une deuxième braïta qui me dit que lo yatsa, et il n'y a pas Chayav Khatat. Il n'aura pas le droit de sortir avec, et s'il est sorti avec, Chayav Khatat, c'est un histoire de braïta. La Gemara dit non, ça dépend, c'est Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef. Le Kacha, c'est pas une contradiction les deux braïtot. Il y en a une qui va comme Rabbi Yehuda, une qui va comme Rabbi Meir. Rabbi Yehuda qui disait qu'un Ouman, un artisan, il est chayav parce qu'il a fait comme son habitude. Pareil, le Zav, entre guillemets, cette catégorie de personnes, elle, c'est l'habitude qu'elle sorte avec ce genre de vêtements. Donc pour eux, c'est chayav. Amar Yosef, le Kacha, Rabbi Meir, Rabbi Yehuda. Amar là-bas, il a dit non, c'est pas la même chose. Imour de Shmatle, les Rabbi Meir, Bemide de Lavaïnou Uche, Bemide d'Aïnou Uche, Mishmatle. Non, la Gemara dit non, mais même Rabbi Meir, je te dirais qu'il va dire que c'est chayav. Parce que Rabbi Meir, quand est-ce que Rabbi Meir a dit que c'est pas tour pour un Ouman lorsqu'il sort ce genre de choses? C'est parce que c'est pas normal de sortir avec un objet, même si c'est son métier. En réalité, c'est pas une façon normale. Lui, il le met pour qu'on le remarque, etc., pour qu'on remarque que c'est ça son métier, et qu'on l'interpelle et qu'on lui demande de venir lui faire un travail ou quoi que ce soit. Mais c'est pas une façon normale de le sortir. Tandis que pour le Zav, lui, c'est sa façon, c'est comme ça, un Zav, il doit avoir ce vêtement-là. En fait, cette poche-là, elle n'est que pour ça. En fait. Elle est que pour ça. Donc alors que le crayon, il est pas forcément le crayon à la base, normalement, le crayon, tu ne pas comme ça, un crayon, tu tiens à la main. Mais cette pochette-là, elle est que pour ça. Donc peut-être que même Rabbi Meir, carrément, dirait que c'est chayav. Deilo Temachi, je te prouve que c'est comme ça. C'est que tu vois bien que la meata Ediot Shichakakav Bibkat Beshabbat, les Rabbi Meir, Achinami Delo Mechayev. Si jamais c'est un Ediot c'est un particulier qui n'est pas un artisan, qui va pendant Shabbat se fabriquer, à partir d'un morceau de bois, se fabriquer un keli. Donc Rakak Bibkat, c'est-à-dire qu'il va prendre un morceau de bois, il va commencer à creuser et fabriquer un ustensile quelconque. Alors je vais me dire parce que c'est pas son métier, alors lui il est pas tour. Pas du tout, c'est quelque chose c'est l'habitude quand on veut construire un Kelly, on fait cette façon-là. Donc à partir du moment où tu fais une action qui est normale, et que n'importe quelle personne, même si c'est pas ton métier, et que toi t'as pas l'habitude de construire des ustensiles, mais une personne qui veut construire un ustensile, il va prendre, il va le fabriquer de cette façon-là. Donc toi aussi quand tu vas le faire, même si c'est pas ton métier, tu seras chayav. Pareil aussi le Zav, lui, cette poche-là, c'est quelque chose, n'importe qui a besoin de ça, qui veut utiliser cette poche-là, il l'utilise de cette façon-là. Donc ça serait chayav. Et là, Maravamna, il a donné notre réponse, il te dit ça dépend. Ça dépend. Dans quel cas on est chayav, si jamais le Zav, il est que au niveau de ces deux. On avait dit que pour être chayav de korban, il faut qu'il voit 3 fois. S'il a vu que 2 fois, il n'est pas encore chayav de korban. Donc lui, en fait, il est à l'affût de la 3e fois. Il est à l'affût du 3e écoulement. Donc en réalité, si jamais il est à l'affût du 3e écoulement, c'est-à-dire qu'il est intéressé à porter cette pochette-là pour justement récupérer et pour voir qu'il a le 3e écoulement et qu'il aille apporter son korban juste après. Là, on nous dit que ça dépend. Si j'aime, quand bizav balchteriyot, quand bizav balchteriyot. Si il a déjà eu 3 écoulements, il est déjà chayav korban. À la limite, le truc, il le met, il est même pas intéressé de le mettre. C'est parce qu'il est pas intéressé de compter le nombre d'écoulements qu'il va avoir. Il en a déjà eu 3. Il en a déjà eu 3. Ça y est, il a plus, à la limite, c'est juste un bon de pas salir ses vêtements, quoi. C'est juste pour ça.
Par contre, celui qui a 2 rayotes, lui, il est intéressé à l'avoir, et donc lui, il sera chayav de sortir. Bah, si t'es intéressé, donc tu fais vraiment, ça rentre dans Melach Israël Gouva. C'est-à-dire que tu fais vraiment dans un but précis. Donc c'est pas parce que. Et donc là, dans ce cas-là, si c'est pour un but précis. Si c'est un but précis, t'es chayav. T'es chayav. Là, c'est parce que c'est Parce que tu en as besoin, et je suis intéressé de ça, donc tu es chayav. Par contre, si jamais la personne elle le met, mais elle est pas obligée, voilà, c'est vrai que ça sourd de le faire midera banane, mais ce sera pas tout, on va la sourd. Ce sera pas chayav. Alors comment il fait? S'il en a que 2, il est chayav. Alors quelle est sa solution? Alors sa solution, c'est qu'il sort pas Shabbat avec ça. Il sort pas Shabbat avec ça. Il reste à la maison en attendant, le temps qu'il se fixe. maintenant qu'on finisse le corona. Maintenant, la Gemara te dit que. Il en bidoude. Alors la Gemara dit, mais pourquoi? C'est quoi la différence? La Gemara dit, mais le Zav aussi, il a besoin de mettre pour ne pas salir, c'est aussi un but quelque part. C'est aussi, il a aussi un intérêt. Donc la mère, je serai le pouvoir. Alors la Gemara dit, machine à Zav Bal, j'étais rayot des chayav. Pourquoi tu me dis que celui qui a vu que 2 fois, il est chayav? Des mibayele les bdika. Parce qu'il a besoin de se vérifier pour voir s'il va avoir une 3e vision. Zav Bal, Gimrayot Namim, mibayele les sphira, il veut compter. Ah, la Gemara dit, non, il veut compter. La première question de la Gemara, c'est de dire, il doit savoir s'il est propre, parce qu'en fait, comment ça se passe? Un Zav qui a eu 3 écoulements, après il doit être propre entièrement pendant 7 jours. Donc il doit avoir 7 jours où il n'a aucun écoulement. Donc il a un intérêt à avoir cette pochette-là pour voir que c'est bien propre et qu'il n'a pas eu de nouvel écoulement. Donc il a un intérêt. Là, il m'a dit non, on parle de la journée où il a eu son 3e écoulement. Donc là, cette journée, elle est déjà morte. Parce qu'il faut que la journée elle soit complètement propre depuis du début à la fin. Le Sricha, il a les beaux bails pour cette journée-là. Il m'a dit il en a quand même besoin pour ne pas salir. En fait, il y a un avis qui pense que quand tu portes quelque chose, tout ce qui est protection, c'est pas important. Alors, la Gemara va comparer ça à des halachot qui n'ont rien à voir, qui sont pas des halachot de Shabbat, mais on va voir qu'on a déjà vu cette notion-là, qu'à partir du moment où c'est juste une protection, ben ça enlève de l'importance de la chose. Où on a vu cette notion-là, que quand c'est pour protéger, ça enlève la protection, ça enlève l'importance de la chose. D'Etnan. On l'a pas vu dans le Tamé. Ah voilà, par rapport à la Touma. Alors normalement, c'est que pour un objet, pour recevoir de la Touma, il faut qu'il ait eu ce qu'on appelle un Ercher. C'est-à-dire qu'il a été déjà humidifié une première fois. Dès qu'il a reçu, il a été humidifié une première fois. Alors après, il peut recevoir la Touma. Si un objet il est tout le temps resté sec, la Touma ne le touche pas. Donc c'est pour recevoir la Touma, il faut qu'il ait été humidifié. Mais pour être humidifié, il faut qu'il soit mouillé par un liquide et qu'on ait été intéressé que ce liquide nettoie, mouille l'objet. Si par exemple ce liquide est tombé contre ma volonté, ben ce liquide-là, il a beau avoir mouillé l'objet, et ben l'objet ne recevra pas la Touma. Pour pouvoir recevoir la Touma, il faut que l'objet il était mouillé, et qu'il soit mouillé de manière volontaire, ou en tout cas voulue. C'est-à-dire que j'accepte, et que ça me satisfasse. Voilà, exactement. Donc c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs que la Kofé Kara à la côté, quelqu'un qui a un Keli, qui n'a jamais eu d'impureté, et il le met contre un mur. Et il pleut. Si tu le mets de cette manière-là, pour que la pluie, elle vienne, et qu'elle nettoie, t'es intéressé à ce qu'il y ait de l'eau qui vienne sur ce Keli-là. Donc là, ça veut dire que cette eau-là, elle va rendre impur le Keli. Elle va potentiellement autoriser ce Keli-là à recevoir une impureté éventuelle. Ça veut dire que ça reçoit la Touma. C'est potentiellement, il pourrait recevoir la Touma. Si maintenant il a mis, lui, cette bassine-là pour protéger le mur, donc on vient dans la notion de protéger de la saleté, et ben, donc finalement, ce Keli-là, tu n'es pas intéressé à ce qu'il soit mouillé par l'eau, mais tu es intéressé seulement à ce qu'il protège le mur, que le mur ne soit plus mouillé. Donc dans ce cas-là, le fait que le Keli soit mouillé, ça ne le rend pas Mourchar et Touma, il ne recevra pas la Touma. Quelque part, t'es intéressé à ce que ce soit le Keli qui soit mouillé, pas le mur. D'accord, mais c'est juste pour une protection de. C'est comme mon vêtement. Tu veux que ce soit la pochette qui reçoive la saleté et pas tes vêtements. D'accord. Alors on m'a dit, dans ce cas, il y a Bechiyutan. On m'a dit, mais ça ressemble pas exactement. Midame. Atam lo kabaeleu le anemashkin klal. Acha kabaeleu le aikis, les kiboule beziva. On m'a dit, non, c'est pas exactement la même chose, parce que là-bas, tu aurais préféré bichlal que la pluie ne vienne pas. Toi, ce que tu mets, en général, tu mets cette bassine-là pour protéger de la pluie. Bichlal, t'es même pas intéressé à ce que la pluie vienne, tandis que dans la ziva, t'es intéressé à récupérer ta ziva. T'es intéressé à ce qu'il y ait de la ziva. Acha, kabaeleu, laikis, les kiboule beziva. T'as besoin de ce kiss-là pour recevoir la ziva. Alors, on m'a dit, non, ça ne ressemble. Si tu veux le comparer, compare-le à la sefa de cette Mishnah-là. Halodamia, il a les sefa, ça ne ressemble qu'à la sefa. Alors, on termine sur ça. C'est quoi la sefa? Il y a marqué là-bas que Areva, une bassine. Chez Yered Dlaf le Tocha. Une bassine qui a reçu un écoulement, par exemple, d'un masgan.
T'as mis un petit seau, donc il y a l'eau qui coule dans cette bassine-là. Et Anitazine Vanispin. Et en fait, quand tu vois, quand ça commence à être rempli un petit peu, ben, quand il y a de l'eau qui tombe, ben, ça va faire éclabousser de l'eau autour de ce qu'il y a là. Là, on te dit que cette éclaboussure-là, hein, en réalité, ça ne va pas rendre un Keli potentiellement récepteur de Touma. Pourquoi? Parce que cette eau-là, elle ne t'intéresse pas. Et donc on dit que c'est exactement la même chose que t'es intéressé à ce qu'il y a à la bassine, mais t'es pas intéressé à ce que ça fasse éclaboussure sur tes vêtements ou ailleurs. Donc pareil, autant que le Keli du Zav, t'es intéressé à ce que ce Keli soit là pour recevoir la Ziva, mais t'es pas intéressé à ce que ça te salisse. Donc là, dans ce cas-là, c'est pas considéré comme... Ça n'a pas du tout d'importance du fait que c'est juste pour protéger. Alors moi, elle te dit, Enan Bechiyutan, Veshebetocha Arele Bechiyutan. Par contre, ce qui est à l'intérieur de la bassine, ça oui, c'est voulu que tu... C'est un peu comme la poche du Zav, c'est ce qui est à l'intérieur du... Exactement, donc c'est ce que je suis en train de dire, c'est que c'est comme la poche, et donc vu que c'est comme la poche, donc de la même façon que pour la bassine, ça le rend Ercher de Touma, c'est-à-dire ça va le rendre potentiellement capable de recevoir une Touma. Pareil aussi, ce qui là, normalement tu devrais lui garder son importance du fait que ça te protège. Par rapport à cette effet-là. Donc par rapport à cette effet-là, ça te montre l'inverse. Donc finalement, la Gemara elle t'explique, c'est quoi la différence, pourquoi dans un cas on nous dit que celui qui porte cette petite pochette là du Zav, il est chayav, et des fois on te dit que c'est pas tout. La Gemara te dit, la Marabaye, Verava d'Amretarvayou, Lokashia, Arabi Yuda, Arabi Shimon. En fait, il y a une nouvelle notion, c'est la notion de Melacha Shinas Khalegoufa. Normalement, on sait que Shabbat, pour être chayav, il faut que tu aies fait l'action dans le même but que ce qui a été fait dans le Mishkan. On va prendre un avis simple. Donc, par exemple, on sait qu'à l'époque du Mishkan, la Melacha de porter, c'était le fait de porter pour déplacer des poutres d'un endroit à un autre. Tu voulais que la poutre soit à l'autre endroit, donc tu la prenais, tu la déplaçais. Or là, tu es en train de porter, pas parce que tu veux que la pochette soit là-bas. Tu es en train de porter parce que tu veux que la pochette... Parce que tu veux pas que elle te salisse. Voilà, tu veux... Donc c'est dans un autre, c'est pas dans que ta zivout elle te salisse. Oui. Donc là, à partir du moment où c'est pas dans un objectif constructif, quoi, entre guillemets quelque part, c'est pas dans le même objectif que dans le Mishkan. Donc là, ce qu'on appelle une Melacha Shinas Khalegoufa, et ça c'est une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Est-ce qu'on est chayav? Donc là, qui dit que c'est chayav, c'est Rabbi Yehuda. Avec qui dit que c'est pas tout, c'est Rabbi Shimon. Alors la Melacha Shinas Khalegoufa, il y a plusieurs définitions. J'en ai donné une qui est de dire qu'on va d'après le but de la Melacha dans le Mishkan. Il y a une autre définition qui est rapportée dans Rashi à plusieurs endroits dans le Chasse, de dire que une Melacha pour qu'on soit chayav pour Shabbat, il faut que la Melacha tu l'aies fait de ta propre, dans une intention déjà, mais faut que ce soit simplement quelque chose que, à la limite, tu aurais préféré que ça ne vienne pas du tout. Donc là, tu aurais préféré ne pas être zaf du tout. Et donc ne pas être amené à cette situation de porter cette pochette-là. Donc en fait, tu portes un petit peu de manière forcée et contrainte. Donc là, dans ce cas-là, ça s'appelle Melacha chez Nasrel. Tu ne la fais pas parce que tu as envie de le faire. C'est pas comme quelqu'un qui cuisine parce qu'il veut cuisiner, ou quelqu'un qui porte parce qu'il veut déplacer. Là, c'est pareil aussi quelqu'un qui a un mètre dans une pièce et tu veux le déplacer pour ne pas qu'il dérange là où il est. Tu aurais préféré qu'il n'y ait pas de mètre. Tu aurais préféré qu'il n'y ait pas de cadavre dans cette pièce-là. Donc tout ça s'appelle Melacha chez Nasrel et ça, c'est une marloquette, une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. D'après Rabbi Yehuda, c'est chayav, et d'après Rabbi Shimon, c'est pas tout. Et donc c'est ça les deux braïtot. Chazak ou Baruch, dans